Heureux de vous retrouver on vous donne la parole sur Studio Qualita comme chaque mercredi, une émission qui vous permet de vous exprimer en toute liberté. Et aujourd'hui, on va parler du judaïsme tunisien. On l'a fait il y a quelques semaines déjà avec Félix Pérez qui a parlé de ce sujet et on va encore l'évoquer puisque ce sujet a eu quelques réactions, en particulier Claude Sidbon qui est avec nous ce matin. Claude, bonjour. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin pour justement aussi parler du judaïsme tunisien, de réagir un peu aux propos de Félix sur cette antenne, sur Studio Qualita. Alors, on va d'abord vous présenter. Claude, alors vous êtes vous-même un juif tunisien, enfin vous avez habité en Tunisie lorsque vous étiez jeune. Je naquis à Tunis, capitale de la Tunisie. D'accord. Et donc vous avez fait votre allié en passant par la France ou tout de suite en Israël? Tout à fait. J'ai donc fini mes études secondaires à Tunis, ma thèse à la Sorbonne à Paris, puis je suis arrivé en Israël il y a près de 48 ans, où j'ai eu trois choses essentielles. D'une part, j'ai dirigé le lycée français pendant de très nombreuses années. Ouais. Pendant 10 ans, j'étais un des conseillers du maire de Jérusalem, Teddy Kollek. Et pendant ce temps, j'ai écrit des articles et des livres sur ce sujet en particulier. Mais je ne vais pas du tout réagir aux propos de ce monsieur. Je crois que l'histoire de la Tunisie est une histoire extrêmement riche. Quand on a parlé du mot histoire, moi j'ai une faiblesse, mon père m'a appris à utiliser le dictionnaire. J'ai un petit Robert et j'ai vu qu'est-ce que l'histoire, et je vous lis la définition. L'histoire est connaissance et récit des événements du passé, des faits relatifs à l'évolution de l'humanité, d'un groupe social, d'une activité humaine, qui sont dignes ou jugés dignes de mémoire. Les événements, les faits sont ainsi relatés. Donc on ne peut pas parler de tout et de rien en disant que cet événement est un événement quand il n'est pas un événement. Alors, écoutez, je crois qu'il faut donner un certain nombre de points de direction dans la vie. La première qui me paraît la plus importante quand on parle des Juifs de Tunisie, c'est de rappeler, si vous voulez, leur antériorité sur la terre de Tunisie. Ils sont arrivés d'une part pour être les enfants de la reine Didon qui venait de Tyr et qui s'installaient à Carthage. Vous savez d'ailleurs que Carthage... C'était à quelle époque à peu près? Au IIe siècle. Et donc, Carthage, c'est Carthage Hadasha, la ville nouvelle, que Salammbô, c'est Shalompo, c'est dire que l'on a retrouvé ces présences juives. On va les retrouver dans la ville de Djerba par les Juifs qui arrivent à la destruction du premier temple, et dans l'autre, et deux grandes populations, les locaux, les berbères, et puis au XVIe siècle, les Juifs qui vont arriver de Livourne, parce qu'à Livourne, les Juifs expulsés d'Espagne se sont installés à Livourne, qui est un port qui se trouve en face de Tunis, et qui va alimenter la grande communauté des Juifs de Tunisie. Ouais. Ce qui veut dire que cette communauté est vaste, multiples et complexes. On ne peut pas dire les Juifs tunisiens c'est ci ou les Juifs tunisiens c'est ça. Et surtout qu'elle a des racines en fait depuis de nombreuses années en Tunisie, sur la terre de Tunisie. Ah oui, tout à fait. En d'autres termes, elles sont arrivées bien avant la présence musulmane au XVIIe siècle. D'accord. Alors, très souvent on dit le blanc et le noir. L'histoire n'est jamais blanche, n'est jamais noire. Si l'histoire était aussi noire que voulaient le dire certains, j'ai pris au hasard quelques faits. D'accord. Vous savez que, par exemple, Son Sino, qui a été le premier à imprimer à Venise le Talmud, avait besoin de quelques correcteurs. C'est-à-dire que c'est pas n'importe quoi. Il est parti à Tunis, il a trouvé Jacob Ben Chaim. Quand le Chida, le Rav Chaim David Azoulay arrive au XVIIIe siècle à Tunis, il parle de 300 Chachamim Vesofrim. C'est-à-dire que si ces Juifs étaient tellement oppressés, ils n'auraient pas permis une production littéraire et intellectuelle aussi importante. La première imprimerie a lieu à Tunis et elle est faite par le rabbin Zera Yitzhak. Zera Yitzhak est un jeu de mots parce que ce grand rabbin n'avait pas d'enfant et il a appelé Zera, qui veut dire la semence, et son fils est un petit peu, ce livre était un petit peu la semence. D'accord. Alors on va avoir évidemment des périodes noires, mais on va aussi avoir la période de Kérouan autour de l'an 670. On disait qu'il avait Soura, Pumbedita et Kérouan, c'était les grandes yeshivot
de l'époque. Alors, je peux continuer ad aeternam et arriver à la période contemporaine, et si je le fais si rapidement, c'est pour apprendre une fois pour toutes que l'on ne peut pas généraliser. Nous autres juifs ne généralisons pas parce que toute généralisation est abusive. Alors, je fais un saut très rapide à aujourd'hui. Oui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et à l'époque aussi, il y a quelques années, où il y avait donc la présence musulmane arabe et la présence juive en Tunisie. Comment c'est de coexister et comment ça coexistait entre les deux? Tout à fait. Non, mais à dessein, je fais ce vol inouï dans cette communauté qui comptait 110 000 âmes, ce qui est quand même important, dans lequel elle ne compte à peine qu'un millier, dont 700 ou 800 à Djerba. Et bien, dans cette communauté, on s'aperçoit de prendre 3 faits historiques au hasard. Il y a quelque temps, il y a eu des élections législatives. Le parti islamiste, vous m'entendez bien, a pris comme tête de liste à Monastir M. Slama. Il y a quelques mois, le président de la République a décidé de prendre comme ministre du Tourisme M. Trabelsi. Il y a quelques jours, l'autorité philatélique à Tunis vient de sortir un timbre à l'effigie de l'Agriba de Tunis. Évidemment, ça ne veut rien dire, mais il faut noter les points. Alors, qu'est-ce qui se passe? Très souvent, on dit le protectorat a amélioré la situation des Juifs de Tunisie. Il est vrai que le passage du protectorat, le passage au protectorat a été une amélioration. Mais moi, je rappelle qu'en 1857, c'est-à-dire quand même 30 ans avant la venue des Français en Tunisie, le Bey a signé le pacte fondamental qui est une espèce de droit révolutionnaire où il donne une égalité des droits à tous les Juifs de Tunisie. Alors, pour en venir un instant à la communauté, au protectorat français. Vous savez, Albert Memmi, qui est un sociologue qui a écrit un certain nombre d'ouvrages, dont le plus remarquable à mes yeux est le portrait du colonisé et du colonisateur, il dit « La société coloniale était cloisonnée. Les Arabes auraient bien voulu être avec les Juifs ne voulaient pas. Les Juifs auraient bien voulu être avec les Français ne voulaient pas. Oui. À tel point que pour prendre le sport comme illustration, on va trouver pour ces communautés, alors par exemple, chez les Français, on va trouver les chrétiens, les Français, la Joyeuse Union, l'Avant-Garde. Chez les Juifs, on va trouver l'Herzliya, regardez le nom, Herzliya et l'Alliance. Chez les musulmans, on va trouver le Club africain, le Stade tunisien, qui représentent des différentes chacun de son côté, en fait, chacun avec sa communauté. Oui, donc si à partir du moment où la société est cloisonnée, c'est pas aussi bleu que certains voudraient le dire. Il faut apprendre à relativiser. La Tunisie a donné, si vous voulez, et ça aussi c'est extrêmement important, dans l'entre-deux-guerres, l'eau prix Carthage à Rivelle, elle a donné Albert Memmi, et après, très curieusement, et c'est un point sur lequel je voudrais peut-être insister, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait 110 000 Juifs. Très curieusement, les Juifs sont partis de Tunisie. Ils ne sont plus. Et si vous prenez un Juif à Sarcelles, à Marseille, à Montréal, à Ashdod, à Calita ou à Jérusalem, eh bien, vous verrez qu'il y a un attachement à ce pays qui est fascinant. Alors, comment vous l'expliquez, justement, cet attachement? Vous avez tout à fait raison. Simone Veil me disait, quand elle a déjeuné chez moi, Claude, mais je ne comprends pas cette espèce d'attachement. Ils sont partis et ils sont liés, certains diront maladivement, d'autres diront d'un engouement dont on ne sait pas, mais c'est vrai que peut-être la raison est dans le fait que 2000 ans d'histoire, ça ne disparaît pas du jour au lendemain. Et quand on parle de la Tunisie, on ne parle pas nécessairement de la Tunisie contemporaine, on parle de la Tunisie de nos ancêtres qui était une richesse dont on peut être tout à fait fier. Très bien, Claude. En tout cas, merci. Si vous avez peut-être encore autre chose à rajouter, mais c'était assez clair, je pense. Votre message a été assez compréhensible sur cette communauté des Juifs de Tunisie, donc avec ce retour historique et cet attachement, comme vous l'avez dit, un attachement qu'on peut encore sentir ici dans les communautés tunisiennes qui existent aussi bien à Jérusalem qu'en France ou dans le monde entier. En tout cas, merci beaucoup, Claude, d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita.
Bonne journée. À bientôt. Voilà, c'est la fin de cette émission de On vous donne la parole sur Studio Qualita. Si vous aussi vous avez envie de participer à cette émission et de réagir à des propos que vous avez entendus dans cette émission ou d'autres propos d'ailleurs que vous avez entendus peut-être sur Studio Qualita ou tout simplement dans la presse française ou tous les sujets presse israélienne aussi ou tout simplement tous les sujets qui vous intéressent et sur lesquels vous voulez rebondir ou réagir, vous pouvez nous contacter pour participer à cette émission en appelant sur la boîte vocale au 050 430 80 20, bien sur notre site studioqualita.com ou encore sur notre page Facebook de Studio Qualita. Merci de votre attention et à la semaine prochaine. Au revoir, bye bye. Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur? Studio Qualita vous donne la parole. Tous les mercredis, Olivier Granillic vous ouvre les portes de Studio Qualita pour une émission en toute liberté. On vous donne la parole, c'est tous les mercredis sur Studio Qualita.